Suite à l'analyse occlusale instrumentale, nous avons mis en évidence des anomalies de calage, de centrage et de guidage. Le calage est insuffisant à cause d'une infraclusion du côté gauche en OIM. La mandibule est légèrement décentrée vers la droite et le guide antérieur est afonctionnel puisque plusieurs interférences postérieures sont visibles lors des mouvements de propulsion et de dilution. L'équilibration a pour objectif de corriger ces anomalies afin d'optimiser les fonctions occlusales. Cette équilibration nécessite de réaliser des modifications par addition ou soustraction irréversibles. C'est pourquoi on réalise toujours sa simulation sur articulateur avant de la réaliser en bouche. La correction des anomalies occlusales par équilibration doit suivre un ordre bien précis. On commence toujours par corriger les anomalies de centrage, puis de calage et enfin de guidage. En clinique, l'équilibration occlusale fait appel à des techniques soustractives comme des meulages sélectifs, un alignement du plan d'occlusion ou des techniques additives comme la réalisation de composites ou de prothèses. Sur articulateur, on réalise les modifications soustractives en meulant les surfaces occlusales à l'aide d'un scalpel. Pour réaliser des modifications additives, on effectue des ajouts de cire ou de dents en résine s'il y a des édentements à compenser. Les modifications soustractives ne doivent pas être effectuées au hasard dès lors qu'un point de contact nécessite d'être réduit. Il y a quelques règles à respecter. Il faut savoir repérer les marques maxillaires et mandibulaires qui correspondent à un même point de contact. Cela permet d'une part d'éliminer les faux positifs pour ne pas réaliser de soustraction inutile et d'autre part de mieux comprendre les modifications apportées. Une fois qu'on a repéré les deux marques correspondant à un même point de contact, il faut pouvoir choisir laquelle des deux réduire. Selon la position des marques, il est préférable d'en retoucher une plutôt que l'autre. Par exemple, dans le cas où aucune cuspide n'est en malposition, on préférera retoucher la cuspide guide plutôt que la cuspide d'appui qui assure le calage et nécessite donc de garder son relief. Si le point de contact se fait entre deux cuspides d'appui, on retouchera les deux marques maxillaires et mandibulaires de façon équivalente. Si le point de contact se situe entre une cuspide guide et une cuspide d'appui, on préférera réduire le pan de la cuspide guide. Cela revient donc à retoucher une fosse plutôt que la cuspide qui s'y loge. Il est également important de distinguer un contact faux positif d'un vrai positif. Un point de contact se matérialise par une marque ponctuelle, de couleur intense, bien délimitée. En revanche, une marque un peu nuageuse, mal délimitée, de couleur claire, correspond souvent à un faux positif. Pour faciliter la lecture des marques et distinguer faux et vrai positifs, pensez à nettoyer vos modèles de temps en temps. Dans le cas où une modification soustractive est nécessaire au niveau des incisives, il est préférable de retoucher la face palatine des incisives maxillaires plutôt que le bord libre des incisives mandibulaires pour ne pas perturber la ligne du sourire. Lors d'un meulage sélectif, il faut faire attention à ne pas réaliser des surfaces planes. C'est important de conserver au mieux la forme ovoïde des cuspides pour obtenir des points plutôt que des surfaces de contact entre les dents. L'idéal étant d'obtenir des contacts tripodiques entre une cuspide et sa fosse, plus économes en énergie masticatoire et moins sujets à l'usure. Enfin, il faut adapter l'importance du meulage à la position du point de contact sur l'arcade. En effet, une augmentation de 3 mm au niveau de la tige incisive correspond à une augmentation de 1 mm au niveau des molaires. A l'inverse, une réduction de 3 mm au niveau de la tige incisive nécessitera une réduction de 1 mm au niveau des molaires. Si l'on doit réduire un point de contact au niveau d'une molaire, la réduction nécessaire sera a priori moins importante que pour une prémolaire. Dans le cas où les dents sont mal positionnées sur l'arcade, il est préférable de meuler une dent égraissée plutôt que son antagoniste. De même, il faut éviter d'apporter une modification soustractive à une dent agressée ou usée. Ces règles ne sont pas absolues. Elles constituent des guides pour choisir les surfaces à modifier, mais chaque situation clinique est différente et nécessite une réflexion qui lui est propre.
Avant de réaliser la simulation de l'équilibration occlusale, commencez par déterminer la DV thérapeutique. Pour ce faire, utilisez la DVOIM comme point de repère. Elle est conservée comme objectif thérapeutique à chaque fois que la situation occlusale le permet. Pour ce cas-ci, la DVOIM est à 0 mm sur la tige incisive. L'analyse occlusale nous a cependant permis de constater une insuffisance de calage à la DVOIM avec seulement 3 couples de dents assurant le calage, ce qui est insuffisant. À la DVORC, les contacts sont encore moins nombreux qu'à la DVOIM. La DVOIM ainsi que la DVORC ne constituent pas des objectifs thérapeutiques satisfaisants. On envisage alors d'utiliser la DVA comme DV thérapeutique. Elle permettrait de retrouver un recouvrement incisif et donc un guide antérieur. La DVA est égale à -3 mm. La DVA et la DVOIM ont donc un écart de 3 mm au niveau de la tige incisive, ce qui correspondrait à un écart de seulement 1 mm au niveau des molaires. Cette dimension verticale permettrait de retrouver un guide antérieur avec une soustraction acceptable de 1 mm au niveau des molaires. On choisit donc comme DV thérapeutique la DVA égale à -3 mm. On commence notre équilibration occlusale par l'étape du centrage. Elle consiste à apporter les modifications nécessaires pour atteindre la dimension verticale thérapeutique choisie. Pour ce cas, nous avons choisi une DV thérapeutique égale à -3 mm. On règle la tige incisive à la hauteur choisie. La correction du centrage se concentre d'abord sur le secteur antérieur, puis un premier secteur postérieur et enfin le second. Pour ce cas-ci, aucune modification n'est nécessaire sur le secteur antérieur car la dimension verticale thérapeutique choisie étant la DVA, on souhaite conserver tous les contacts antérieurs. On retire donc d'emblée le secteur postérieur gauche. Et on marque les contacts pour repérer les prématurités à éliminer. Ce premier marquage met en évidence des prématurités au niveau de 17-47 et 15-45. Comme vu précédemment, il faut choisir la surface à meuler pour supprimer ces contacts. Les points de contact se situent sur les cuspides d'appui de 17 et de 47 et sur la crête marginale distale de 47. Les deux cuspides d'appui sont des cuspides fonctionnels pour le calage qu'on aimerait s'abstenir de meuler, mais la cuspide palatine de 17 est très volumineuse. On choisit donc de réduire les contacts sur 17 plutôt que 47, qui présente une surface occlusale déjà bien réduite par des usures. Le même raisonnement s'applique pour 15 et 45. Marquez sur un schéma dentaire les modifications apportées, leur ordre et si elles sont de type soustractive ou additive. Cette feuille vous servira à reproduire en clinique les modifications validées sur articulateur. On réalise un nouveau marquage des points de contact. On remarque déjà une meilleure répartition des contacts qui sont maintenant multiples sur 17, 16, 15 et 14. L'objectif thérapeutique est cependant loin d'être atteint. On continue donc de meuler les points de contact. Pour cela, on privilégie les surfaces des dents maxillaires présentant des cuspides palatines volumineuses et des reliefs marqués, tandis que leur homologue mandibulaire présente des surfaces occlusales usées. Ce processus de marquer et réduire les points de contact est répété de façon à rapprocher la tige incisive du plateau. Les points de contact se déplacent, mais on les retrouve régulièrement aux mêmes endroits, notamment sur les cuspides palatines maxillaires. À force de modifications soustractives, on se rapproche de notre dimension verticale thérapeutique. La tige incisive semble enfin toucher le plateau. Pour le vérifier, coincez un papier entre la tige et le plateau et appuyez légèrement sur la branche supérieure de l'articulateur en tractant le papier. Si ce dernier glisse facilement, c'est qu'il reste un petit espace. On continue donc les modifications, mais d'une main légère car la DV thérapeutique est presque atteinte. Il ne faudrait pas perdre des contacts, l'un des objectifs de l'équilibration étant d'en obtenir un maximum à la DV choisie. On constate d'ailleurs à ce stade de l'équilibration que les points de contact sont nombreux et répartis sur toutes les dents postérieures. Il faut donc réaliser de multiples soustractions pour réduire encore un peu la dimension verticale. Ça y est, nous avons recréé une OIM à la DV thérapeutique choisie pour le secteur droit.
Nous allons faire de même pour le secteur gauche. Replacez le second secteur postérieur. On constate l'existence de nouvelles prématurités à gauche, créant une infraclusion à droite. Il faut donc équilibrer ce second secteur selon le même procédé que pour les secteurs droits. Après avoir marqué les contacts, on observe une prématurité entre 27 et 37. On remarque que la 27 est légèrement égressée et que sa cuspide palatine est volumineuse. La 37 en revanche présente une surface occlusale creusée par l'usure. Il est donc préférable de meuler la molaire maxillaire plutôt que la molaire mandibulaire. En répétant cette opération, de marquer et meuler les contacts, on observe une disparition de la prématurité sur la cuspide palatine, ainsi qu'une augmentation du nombre de contacts sur les dents pluricuspitées gauche. À la fin de l'équilibration du centrage, l'OIM correspond à l'ORC, à la DV thérapeutique choisie. Passons à présent à l'équilibration du calage. L'équilibration du centrage a déjà permis d'améliorer le calage. À droite, les dents s'engrainent mieux. À gauche, l'infraclusion est supprimée. Les points de contact sont à présent multiples et harmonieusement répartis sur l'ensemble des dents. On remarque cependant qu'ils pourraient être plus nombreux au niveau de 26, ainsi qu'au niveau de 36 et 37, qui présentent toutes trois des reliefs adoucis par des usures. En réalisant des séroplasties pour reconstruire le relief, le calage sur ces dents peut être renforcé. Pour ce faire, il vous faut une source de chaleur et de la cire. Sculptez vos cuspides sur les surfaces occlusales des dents dont vous souhaitez renforcer le calage. L'objectif n'est pas de reconstruire une parfaite anatomie dentaire, mais d'obtenir des points de contact supplémentaires et bien répartis. Après avoir effectué vos ajouts de cire, vérifiez que ces derniers ne constituent pas des prématurités. Marquez les contacts pour vérifier l'apparition de nouveaux points. On constate ici que les points de contact sont davantage marqués sur les cuspides linguales de 37 suite aux ajouts de cire. On effectue 2 autres ajouts sur 36 puis sur 26. N'oubliez pas de vérifier à chaque fois que vos séroplasties n'empêchent pas l'occlusion et qu'elles renforcent le calage. Maintenant que le calage postérieur est amélioré, vérifions le calage antérieur. Marquez les contacts avec un papier d'occlusion. On constate l'absence de points de contact entre les dents antérieures, à l'exception de 13 et 43. Les bords libres des incisives mandibulaires étant un peu usés, on choisit de réaliser nos ajouts de cire sur ces derniers. Marquez de nouveau les contacts. On constate à présent l'apparition de points de contact et donc l'apparition d'un calage entre les dents antérieures. Nous terminons notre simulation d'équilibration occlusale par le guidage. Observez la propulsion. On constate l'absence d'interférence à gauche et l'absence d'interférence à droite, bien que 17 et 48 semblent proches. Observez la déduction droite. On observe que ce sont les canines et les premières prémolaires qui sont responsables du guidage en déduction droite. Nous sommes donc en présence d'une fonction de groupe. On constate également l'absence d'interférence postérieure travaillante. En déduction gauche, on constate que ce sont les deuxièmes molaires maxillaires qui sont les seuls responsables du guidage, ce qui constitue une interférence postérieure majeure. Les surfaces de guidage se situent sur les cuspides linguales de 37, modelées à la cire pour renforcer le calage.
Ainsi, le renfort du calage a créé une interférence. Cet exemple montre en quoi la simulation de l'équilibration occlusale est un préalable indispensable à la clinique en permettant d'observer les conséquences des modifications apportées. On observe également deux interférences postérieures non travaillantes en déduction gauche entre 18 et 48 et entre 17 et 48. Nous choisissons de ne pas modifier les surfaces guides de la déduction droite car celle-ci est fonctionnelle. La déduction gauche, en revanche, ne l'est pas. Pour la rendre fonctionnelle, les modifications apportées doivent supprimer les interférences et permettre une participation canine au guidage. Nous réalisons donc un ajout de cire sur la face vestibulaire de 34, permettant de créer une surface guide entre 23 et 34. Verticaliser la surface guide sur la prémolaire permet d'augmenter la désocclusion postérieure et donc de supprimer l'interférence. 33 n'est pas intégrée au guidage car cette dernière est en rotation et en classe 3 canine, ce qui rend impossible l'obtention d'une surface guide avec la canine maxillaire. La vidéo du haut correspond au guidage après équilibration. On remarque l'absence d'interférence postérieure. La trace rouge visible sur la pente canine marque la surface de guidage. Notre simulation d'équilibration occlusale est terminée. Elle nous a permis de vérifier pour ce cas clinique que l'équilibration permet l'optimisation des fonctions occlusales avec des modifications peu coûteuses pour les structures dentaires. Elle remplit ses objectifs thérapeutiques, à savoir supprimer l'infraclusion gauche, augmenter le nombre de contacts pour renforcer le calage, recentrer la mandibule en OIM et recréer un guide antérieur fonctionnel permettant des mouvements de latéralité sans interférence. L'équilibration occlusale étant validée sur articulateur, nous pouvons à présent la réaliser en bouche.